Bienvenue à Lyon. Sa place Bellecour, sa colline Fourvière et son célèbre Crayon. Ces lieux vous sont sans doute familiers, et vous l'imaginez, ils ont une histoire. Or, pour la mémoire d'une ville, la presse est un témoignage des plus vivants. Alors passons du côté historique. Au XIXe siècle, cette presse d'information connaît un essor considérable à Lyon. Mais à partir de 1865, c'est surtout dans le genre satirique que les journaux se multiplient. Grâce à eux, on retrouve aujourd'hui l'évolution des comportements sociaux et des décisions politiques de l'époque, avec un ton qui est loin d'être celui qui plaît aux autorités. Ce ton satirique, c'est aussi celui de la célèbre marionnette Guignol. Créée par Laurent Mourguet en 1808, elle reste aujourd'hui encore bien présente dans la culture lyonnaise. D'ailleurs, aujourd'hui, parlons-en. La satire existe-t-elle toujours à Lyon ? Après la mobilisation qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, nous sommes en droit de nous demander son état. En route donc, à partir de ces 3 volets, pour mieux connaître l'esprit satirique lyonnais. Pour savoir si Lyon est le berceau de la presse satirique française, rendons-nous à la bibliothèque Pardieu, en compagnie de Gérard Corneloup. Journaliste et historien, il connaît particulièrement l'histoire de la presse lyonnaise et donc de la presse satirique. Nous avons rendez-vous avec lui dans le fond ancien de la bibliothèque. Ici se trouve en effet une grande collection de journaux satiriques du XIXe siècle. La première date importante à retenir sera 1849. C'est à cette date qu'est créé le journal Le Tintamarre, sous-titré Le Charivari de Lyon. Le Charivari, c'est un nom qui vous dit quelque chose, non ? Sans doute grâce à la célèbre caricature du roi Louis-Philippe en poire. Et devinez qui en est son auteur ? Un Lyonnais, nommé Charles Philippon. Lyon est donc bien déjà au premier plan. Seulement le Tintamarre ne va pas durer longtemps, seulement une année. La presse satirique lyonnaise n'a donc plus de représentants. Le pouvoir politique de l'époque a-t-il une responsabilité dans cela ? Bien, la presse lyonnaise a été très marquée par le rôle, comme dans d'autres villes, de la censure. On ne peut pas éditer n'importe quel journal, n'importe comment, avec n'importe quoi dedans. Et c'est vrai à Lyon, comme ailleurs en France d'ailleurs, jusqu'en 1865. C'est en gros l'époque à laquelle le gouvernement impérial va relativement simplifier, libéraliser la loi sur la presse française. Et donc on va avoir une augmentation des publications de la presse et dedans, eh bien, la presse satirique va prendre une certaine importance. Nous sommes donc à Lyon en 1865. Pas moins de 40 titres satiriques vont paraître à Lyon en 5 ans, plus qu'à Paris dans le même temps, c'est dire. Et cela ne va pas s'arrêter. Jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à 1900, vous allez avoir plus de 150 périodiques de presse satirique à Lyon, ce qui est un sacré palmarès. Un sacré palmarès, mais attention, en 1865, la censure est présente et les journaux ne paraissent souvent qu'une fois avant de subir les foudres de la loi. En 1870, malgré la chute du régime, la propagande l'emporte toujours sur l'information libre. Cependant, entre 1871 et 1881, ce sont tout de même 47 nouveaux titres satiriques qui réussiront à faire surface à Lyon. 1881 est d'ailleurs la deuxième date importante. Elle marque la loi sur la liberté de la presse.
Un changement se remarque. À la marionnette, le cocodès ou la mascarade s'oppose désormais l'ancien guignol ou le guignol. Cependant, attention, avec cette loi, la presse satirique perd de son intérêt et de sa virulence. En effet, sans interdit, le besoin de recourir à la caricature pour exprimer ses opinions est moindre. Alors finalement, que trouve-t-on à l'intérieur des journaux satiriques lyonnais ? La première question à se poser est pourquoi les Lyonnais achetaient-ils la presse satirique de leur ville au XIXe siècle ? Eh bien principalement pour les portraits des hommes puissants du moment, qu'ils soient traités avec humour ou cruauté d'ailleurs. Le Canut, ouvrier tisserand de la soie à Lyon, y découvre par exemple son grippe-sous de fabricant, le médecin pontifiant ou les malversations des administrateurs intègres. Mais le lecteur cherche aussi d'autres informations. Alors évidemment, l'un des domaines de prédilection de la presse satirique, c'est le monde politique, lyonnais mais aussi national. Comme c'est encore le cas de nos jours d'ailleurs. Ce monde politique, ces hommes politiques, par exemple, quand l'Empire vient de s'écrouler dans les années 1871-72, c'est Adolphe Thiers qui prend le pouvoir, mais qui essaye de se débrouiller à l'Assemblée de Versailles. Et on a là une feuille lyonnaise, La Griffe, gazette comique, satirique, hebdomadaire, et qui est imprimé rue Montesquieu, vous voyez, à la Guillotière, et où l'on voit, eh bien, Monsieur Thiers, sur un univers d'œufs, essaye de ne pas casser des œufs, et essaye de mener les diverses tendances de l'Assemblée au mieux. Les Lyonnais cherchent avant tout des dessins féroces sur l'actualité de leur ville, et un hebdomadaire va tirer son épingle du jeu au XIXe siècle. L'un des titres les plus féroces de la presse satirique de l'époque, c'est incontestablement la comédie politique. Cette comédie politique, qui va d'ailleurs valoir à Adolphe Poney, le rédacteur en chef, de faire de la prison. Il attaque diverses choses, par exemple le maire Gaëton, qui est celui qui va instituer à Lyon la médaille que doivent porter les chiens et qu'il faut aller récupérer en prison. Par exemple aussi sur d'autres titres de la presse lyonnaise, le titre bien pensant du Nouvelliste et sa statue de Jeanne d'Arc, qui existe toujours d'ailleurs rue de la Charité, et qui est l'occasion de blaguer avec de la couleur d'ailleurs cette Jeanne d'Arc devenue une chanteuse du Moulin Rouge. La comédie politique va marquer l'histoire de la presse provinciale par sa longévité. En effet, malgré les procès, le journal dure de 1871 à 1904. Ce succès s'explique par cette arme nouvelle, ce nouveau genre de dessin, la caricature. D'abord grâce à la gravure sur bois pour reproduire les dessins au trait, puis ensuite grâce à la lithographie. La presse satirique illustrée donne donc bien un témoignage important de la vie locale. Cette presse illustrée qui arrive dans les dernières décennies, 1880-1890, eh bien, va permettre de booster en quelque sorte cette presse. C'est l'époque aussi où apparaît le progrès illustré. Et puis deux domaines qu'aime la presse, ce sont les catastrophes et les crimes, comme de nos jours d'ailleurs. Les catastrophes sont effectivement traitées de manière satirique dans la presse lyonnaise. En 1930 par exemple, le journal Guignol titre « Après le désastre », en référence à la catastrophe de Fourvière survenue dans la semaine. 40 personnes ont trouvé la mort après qu'un pan de la colline se soit écroulé. Ici représenté, M. Chalumeau, l'ingénieur en chef de la ville de Lyon, mis en cause dans cette affaire. Et ici, le maire Édouard Herriot, qui le protégea. Guignol et Niafron sont bien là pour taper là où ça fait mal. D'ailleurs, Guignol et Niafron, n'avez-vous pas remarqué que ces deux noms revenaient souvent dans les journaux satiriques cités jusqu'à présent ? Il y a bien une raison, et cette raison date de 1865. Dans la presse satirique lyonnaise, il est important de souligner le rôle joué par Guignol. Son aventure de journaliste commence le dimanche 30 avril 1865 avec le premier numéro du journal de Guignol.
Pendant 17 mois, ce titre se veut à la portée de toutes les intelligences et ouvert à toutes les triques emplumées. 15 000 exemplaires de chaque numéro seront vendus en moyenne. Ce succès, c'est ce qui va motiver, en 1865, la parution d'autres journaux satiriques à Lyon. Nous avons rendez-vous avec Jean-Paul Tabé, secrétaire de la Société des Amis de Guignol. Il nous a ouvert les portes de ses archives. On y retrouve le journal de Niafron, le journal de Madelon ou Chignol et Niafron. 25 titres qui portent le nom des comparses de Guignol. Cela inspire d'ailleurs le père Coquart qui dénonce avec violence la guignolomanie qui s'est saisie de Lyon. En effet, pourquoi autant d'appellations ? La réponse est simple, la censure obligeait certains journaux à s'arrêter après seulement quelques numéros. Mais comme le souligne Jean-Paul Tabé, il y a eu des exceptions. Il y a eu des titres qui ont été faits en quelques numéros, 4 ou 5 numéros, mais par contre il y a eu des journaux qui ont duré une cinquantaine voire une centaine de numéros. Et le plus important, c'est le journal de l'Orge qui a été créé en 1914, en pleine guerre, et qui a duré jusqu'en 1971-72. Là on voit Guignol qui est en train de rosser un soldat allemand. On est en pleine guerre et il va continuer, son petit bonhomme de chemin. Une question se pose alors. Pourquoi utiliser Guignol ? Tout d'abord pour une affaire d'identification. Guignol personnifie l'esprit lyonnais, narquois et toujours plein de bon sens. Et puis, de par sa popularité, la petite marionnette constitue un argument non négligeable. Enfin, et surtout, son langage permet de duper la censure. Identification, popularité, censure, ces trois idées, ce sont aussi celles qui sont attachées au personnage Guignol. Quittons maintenant l'univers de la presse satirique pour celui de la marionnette. Pour faire les connaissances avec la marionnette, nous nous rendons au musée Gadagne. Situé dans le Vieux-Lyon, il consacre une salle entière à Guignol. Jérôme Fayet-Trévy y est médiateur. Ce portrait, c'est celui de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol en 1808. Une tête ronde, un sourire encadré par d'espiègles fossettes, la marionnette semble être un autoportrait. Guignol est un artisan, le plus souvent tisseur de soie. On le voit à sa tenue marron, à sa coiffe typique et à sa longue natte, appelée salsifie, ou plutôt sarsifie, car Guignol parle le canut. Ses expressions lyonnaises, son zozotement et sa verve satirique lui apportent une certaine popularité. Dans ses spectacles, destinés aux adultes, la marionnette partage les difficultés quotidiennes des ouvriers de soie, leurs revendications et leur regard sur la classe bourgeoise aussi. Mais alors, peut-on penser qu'il est une caricature ? Je dirais pas que c'est une caricature ou une satire d'un Lyonnais, mais c'est plutôt un personnage auquel les gens ont pu s'identifier en tant que Lyonnais, justement par sa façon de parler. Mais disons qu'au contraire, il a un visage par rapport aux autres personnages du théâtre de Guignol, plutôt avenant, plutôt simple, plutôt souriant, avec un léger sourire, etc. C'est pas quelqu'un qui a des traits marqués comme son meilleur ami Niafron, qui lui est plus dans les caricatures de l'homme qui boit. Voilà. Donc là, non, ça n'est pas le cas de Guignol. Les Lyonnais ont d'autant pu s'identifier à Guignol qu'il s'exprime à même la rue, dans des représentations improvisées. Ces représentations servaient de gazette locale au ton satirique. La marionnette s'exprime aussi au sein du théâtre de Guignol, officiellement enregistré en 1838, mais aussi dans d'autres lieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des lieux populaires qui ne sont pas spécifiquement du théâtre, mais qui sont des cafés-théâtres, c'est-à-dire que c'est quand même des lieux où on consomme, où on se rassemble. Se rassembler, cela va continuer après la mort de Laurent Mourguet en 1844. D'autres cafés-théâtres permanents ouvrent leurs portes à Lyon, comme le théâtre du Passage de Largue ou le café Condamin. On y parle toujours vie locale, religion et politique, et cela va, comme pour la presse satirique, irriter le pouvoir en place. Direction maintenant la ville de Brinda pour découvrir le musée Théâtre Guignol. Nous y attend Gérard Truchet, le président de la Société des Amis de Guignol.
Celui-ci nous amène dès notre arrivée devant la reconstitution d'une des pièces les plus connues du répertoire, le déménagement. Guignol doit payer plusieurs mois de loyer au propriétaire qui va se plaindre aux gendarmes et aux baillis. Cette pièce, comme toutes les pièces de Guignol d'ailleurs, se joue bien évidemment devant des décors. Et ces décors représentent le plus souvent la ville de Lyon. Ils sont donc aujourd'hui un reflet important de l'époque. Alors ici, nous avons le décor traditionnel du théâtre Guignol. Hein. C'est certainement le décor emblématique du théâtre parce que c'est la place de la Trinité, c'est le quartier Saint-Georges, c'est où habite Laurent Mourguet lorsqu'il crée Guignol. Et donc il va se servir de cette place pour illustrer son Castelet. Voilà la célèbre montée du Bourguignon. Donc beaucoup de pièces se tournent autour de la place de la Trinité. Devant tous ces décors, Guignol n'hésite pas parfois à critiquer les hommes politiques. Le tout en improvisation, sans écrit. Le pouvoir, inquiet pour son image, va donc demander la soumission des textes à la censure. Et oui, nous sommes bien en Seconde République. Aujourd'hui, cette censure s'avère louable, puisqu'elle a permis de retrouver noir sur blanc les témoignages de l'époque. Des témoignages effectivement parfois très durs. Mais tout de même, monsieur Truchet, Guignol n'a pas à taper si fort, si ? Il égratigne le pouvoir en place ou les autorités, mais les égratigne pourquoi? Parce que ces représentants du peuple ou politiques ou autres ne respectent pas le pourquoi que cet ouvrier a des problèmes. Problème d'argent, problème de logement, des soucis qui restent contemporains, 207 ans après la création de la marionnette. En toute logique, les politiques du XXe siècle ont donc dû aussi faire face à la satire politique de Guignol. Michel Noir, Édouard Herriot, Raymond Barre, mais aussi un certain Jacques Chirac, rebaptisé malicieusement Chiracula. Notre périple autour de Guignol continue logiquement à la Croix-Rousse, plus précisément dans la salle de la Ficelle avec la compagnie de Daniel Streble. Pourquoi ? Car au XIXe siècle, la censure a tout de même eu un impact sur les textes de Guignol, les rendant plus lisses. La marionnette explore donc d'autres registres via des parodies d'opéra et de classiques. Il commence alors à s'adresser en priorité à un nouvel auditoire, les enfants. La prochaine fois. Oh, vous êtes là? Vous avez vu quelqu'un? Oui. Et il est parti? Oui. Mais non, il n'y a personne. Rien. Il est passé par Mais difficile de dire quand les spectacles pour enfants ont réellement commencé. Selon le marionnettiste Daniel Streble, c'est en 1945 que cela s'est développé avec son père. Mais penser que Guignol est exclusivement pour les enfants, c'est dommage, non ? Ah bah c'est très dommage, parce que Guignol a vécu 150 ans en étant joué que pour les adultes. Et le personnage imaginé par Laurent Mourguet, c'était une forme de gazette, Guignol. C'était un chansonnier de l'époque. Donc le côté chansonnier, c'est forcément adulte. Une autre métamorphose vers les enfants, c'est l'arrivée du bâton. Guignol n'a pas toujours un bâton à la main. Ça, c'est une déformation. Le personnage créé par Laurent Mourguet, s'il frappe avec sa verve, avec sa langue, puisque c'est un chansonnier, mais le bâton est un appareil qu'on aperçoit une fois de temps en temps, c'est pas régulier. Or, malheureusement, dans les squares, on voit que ça. Voilà. Et ben on y va, ma vieille. Allez, viens. On dira à madame la marquise de se relâcher de propre. Allez, viens, ma vieille. Allez, on y va, chignoule. On y va de colonne. L'utilisation de Guignol est désormais courante. D'ailleurs, ne dit-on pas « faire le Guignol ». N'existe-t-il pas depuis 26 ans les Guignols de l'info sur Canal+. Cependant, ici au Vieux-Lyon, l'imagerie de la marionnette peut paraître un peu touristico-folklorique. On est loin de la verve et de la satire du créateur de Guignol. Surtout que le dernier marionnettiste de la lignée Mourguet, Jean-Guy Mourguet, a monté des pièces satiriques dès 1950. Décédé en 2012, sa succession semble difficile.
La verve que pouvait avoir Jean-Guy Mourguet, je pense qu'aujourd'hui on l'a en partie perdue et que les compagnies actuelles n'osent plus ce qu'osait Jean-Guy Mourguet à l'époque. Bien qu'elle existe toujours, la satire chez Guignol semble donc un peu délaissée. Parmi les compagnies actuelles, nous retrouvons les Onzons, créés en 1994. Aujourd'hui, leur théâtre, appelé le Guignol de Lyon, est toujours en travaux. La directrice de ce collectif, Stéphanie Lefort, est bien décidée à faire reconnaître la marionnette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette initiative, lancée en septembre 2014, pourrait nécessiter 5 années avant d'aboutir. Dans la presse satirique lyonnaise, y a-t-il des initiatives aujourd'hui ? La réponse est oui. En 2002, par exemple, le journal mensuel Acide a publié 13 numéros. La rédaction reprenait les marronniers de la presse lyonnaise et les détournait avec satire. Religion, politique locale, les fêtes, toutes les thématiques étaient traitées. Aujourd'hui, le journal trimestriel satirique Foutoir fait aussi parler de lui. Mais saviez-vous que Lyon a son propre canard enchaîné ? Nous rencontrons Gérard Angèle dans son bureau. Il est le rédacteur en chef des Potins d'Angèle. Depuis 2005, son journal analyse chaque semaine l'actualité lyonnaise avec un vrai travail d'enquête et un angle satirique. Mais est-il facile de faire un tel journal à Lyon ? Nous, on va fêter nos 10 ans cette année. Je peux vous assurer que c'est un exploit chaque jour de réussir à faire vivre économiquement un journal pareil. Mais pour l'instant, on y est arrivé. Espérons que ça dure le plus longtemps possible. Un élément important pour les Potins d'Angèle, ce sont les dessins. 2 caricaturistes utilisent en effet leurs crayons pour décrypter l'actualité lyonnaise. Mais tout de même, pourquoi faire appel à des dessinateurs ? Bon, parce qu'on vous fait passer des messages aussi bien et parfois même mieux à travers un dessin s'il est fait par quelqu'un qui a du talent et qui a le sens de l'information que par un grand papier qui sera long à lire. Donc les deux sont très complémentaires. Des dessins, il y en avait malheureusement plus que d'habitude dans le 433e numéro. Nous sommes le 7 janvier 2015. Un attentat touche dans la matinée la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. 12 morts. Parmi les victimes, il y aura 5 dessinateurs. Cabu, Charb, Tinius, Wolinski et Honoré. À Lyon, dès 18h, un rassemblement républicain est organisé par le Club de la Presse. La place des terreaux, d'une capacité de 15 000 personnes, est comble. Nous sommes Charlie, nous sommes tous derrière la liberté d'expression et l'esprit satirique. Ce slogan, il sera répété en force quelques jours plus tard lors de la marche républicaine. Dans les rues, 300 000 personnes se rassemblent selon la préfecture. Pendant le rassemblement et la marche, un journal pirate est distribué, Charlie Héros. Nous avons retrouvé 2 des acteurs de cette initiative à l'atelier des médias. Un débat autour du dessin de presse y était organisé. Charlie Héros, ce ne devait être qu'une simple aventure à 4, mais l'engouement des dessinateurs lyonnais à l'appel aux caricatures a tout bouleversé. 2 numéros seront donc distribués dans la rue, à hauteur de 14 000 exemplaires. Le format PDF sera quant à lui lu plus de 400 000 fois. Un succès tant dans la réception que dans la production du journal. En si peu de temps, le défi était osé. On a appris sur le tas que le dessin de presse c'était difficile, la caricature et la satire c'est dur, c'est un métier difficile techniquement et j'espère que l'après Charlie à Lyon, ce sera surtout les illustrateurs qui en voyant ce qui s'est passé s'impliqueront là-dedans et en s'impliquant là-dedans se rendront compte de la difficulté et donc se perfectionneront. Olivier Jouvray, professeur à l'école Émile Cole, a d'ailleurs rappelé que des cours de dessin de presse étaient donnés à Lyon. Pour Charlie Héros, si l'aventure n'a duré que quelques jours, on sent toujours chez Olivier Darfeuille une certaine émotion. La réaction des gens, c'était super émouvant. Franchement, on a l'impression d'être porté par cette foule, par ces gens qui avaient des larmes aux yeux, qui prenaient ce numéro. Enfin, donc rien que ça, c'est une façon comme une autre une espèce de communion. Donc c'était beau. Rien que pour ça, c'était beau. Rien que pour ça. Il est l'heure de conclure notre périple.
Tout au long de ce documentaire, nous avons donc suivi l'évolution de Guignol et de la presse satirique lyonnaise. Nous l'avons vu, l'esprit irrévérencieux a triomphé sur les durs chemins de la liberté. La censure a cherché à faire taire. Mais aujourd'hui encore, la marionnette Guignol reste une figure forte défendant le petit peuple. Aujourd'hui encore, les dessins caricaturant les politiques et la vie locale existent. Tout de même, une question se pose. Le choc, après les attentats de Charlie Hebdo, ne devrait-il pas faire plus bouger les mentalités ? Il faut le répéter, pouvoir s'exprimer librement et satiriquement, c'est un droit qu'il faut utiliser pour ne pas qu'il s'use. Et pour ne pas oublier, il y a le tout nouveau Fonds Gelin au musée de l'imprimerie. Parmi les 15 000 journaux collectés, on y retrouve bien évidemment de la satire. Une exposition sur la presse lyonnaise est d'ailleurs prévue dès l'automne 2015. Terminons donc ce périple ici, sur la colline de Fourvière. Car n'oubliez pas, à Lyon, bien plus qu'ailleurs, faites attention aux coups de crayon.